Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce cycle webinaire d'habitat et participation. Alors depuis 2 mois, nous vivons dans un climat de peur et d'insécurité avec une projection de chacun de nous qui se limite physiquement à notre logement quand on a la chance d'en avoir un et temporellement au lendemain en restant suspendu aux nouvelles du jour. Habitat et participation a, depuis ses origines, été porteur d'une vision positive, avec une volonté d'être bien dans son logement, mais aussi l'idée bien ancrée que nous avons qu'habiter ensemble, en collectif, améliore ce bien-être. C'est pourquoi, plus que jamais, il nous a semblé important, en tant qu'habitat et participation, de rester des porteurs d'utopie. Utopie que portent les habitats collectifs ou collaboratifs comme les habitats groupés. Ce cycle de vidéoconférences a donc pour ambition de répondre concrètement à certaines craintes grâce à l'exposé de ce jour avec le professeur Nicolas Bernard, mais aussi de proposer des conférences pour inciter chacun et chacune à continuer à penser relation et collectif plutôt que peur et repli sur soi, car l'être humain est un être social par excellence. Et maintenant, je vais céder la parole à Nicolas Bernard, professeur à l'Université de Saint-Louis à Bruxelles, pour nous parler des conséquences du Covid-19 sur nos droits au logement. En effet, de nombreux salariés ont été mis au chômage technique jusqu'à fin juin, avec une perte conséquente de revenus, et de nombreux indépendants issus de l'ORECA, de la culture ou d'autres secteurs se retrouvent sans aucun moyen financier. Cette situation ne va pas s'arrêter avec le déconfinement, mais au contraire se prolonger à des degrés divers sans doute jusque fin 2020. Qu'ont prévu les gouvernements pour aider ces personnes à payer, à garder leur logement et jusqu'à quand? Je remercie donc le professeur Nicolas Bernard de nous avoir fait l'honneur de débuter ce cycle de vidéoconférences. Nicolas, à toi la parole. Super. Bon, bonjour à tous. Merci Pascal pour ces petits mots d'introduction et bravo pour tes mots lyriques dans ton introduction. C'est vrai que ça nous chamboule tous. Merci pour votre présence virtuelle. Et donc, je suis très heureux d'inaugurer la série de webinaires lancés par Habitat et Participation. Le premier étant consacré au bail et au Covid. Et voilà, justement, mon petit PowerPoint à ce sujet. Voilà. Donc, bail et Covid, beaucoup de choses à en dire parce qu'il est clair que la relation locative entre le bailleur et le locataire est profondément affectée par la crise sanitaire que nous vivons. Alors, je précise un petit peu le cadre. Je vais vraiment parler du bail. Ça veut dire que je ne vais pas spécialement parler de l'urbanisme. Le bail étant une matière régionale maintenant, je vais voir les mesures prises par les régions et pas trop par le fédéral. Donc, je ne vais pas parler des mesures prises en faveur des indépendants, des mesures de fermeture des commerces. Tout ça excède mon périmètre, donc je vais me centrer vraiment sur les mesures bail et logement avec une attention marquée sur le locataire et avec une focale plus importante sur la région bruxelloise, même s'il y aura quand même un volet important consacré à la région wallonne. Donc, 3 temps dans mon exposé. Le premier, les mesures prises en région bruxelloise. Le deuxième, les mesures prises en région wallonne. Et le troisième temps, la question à 100 000 euros. Faut-il encore payer son loyer en période de Covid-19? Voilà, entamons tout de suite le menu, puisque nous sommes exactement à l'heure du repas. Donc, désolé de différer le moment de la dégustation, de l'apéro. D'abord, les mesures prises en région bruxelloise. D'abord, peut-être commencer par le commencement, l'ordonnance de pouvoirs spéciaux. Donc, vous savez, c'est la mesure par laquelle le législateur a délégué une partie de ses pouvoirs à l'exécutif. Et pourquoi j'en parle? Parce que au début, on ne savait pas très bien l'ampleur du champ comme ça ouvert à l'exécutif. Est-ce que le gouvernement pouvait prendre un grand nombre de mesures en matière de bail? Il suffit d'aller voir ce qui est inscrit dans l'ordonnance de pouvoirs spéciaux. Est-ce que l'exécutif a le pouvoir, par exemple, de réguler les loyers ou de suspendre les délais? Donc, c'est la question chronologiquement première. Donc, il faut aller voir quelle est l'ampleur de l'habilitation donnée au gouvernement. C'est une ordonnance du 19 mars 2020 et
dans l'habilitation au gouvernement, on voit adapter les délais, donc ça c'est bon. Et on voit aussi que le gouvernement est chargé de prendre en charge les effets socio-économiques de la pandémie. Et donc ça, c'est une habilitation extrêmement large qui est conférée par là. Donc le gouvernement peut prendre toutes les mesures qu'il veut, même si normalement elles sont du ressort du Parlement. Le gouvernement peut prendre toutes les mesures pour euh, euh, régler les effets socio-économiques de la pandémie, ce qui donc va ouvrir très très largement le champ de l'exécutif. Donc il n'y a pas d'excuse en quelque sorte à trouver dans un cadre soi-disant restrictif de l'habilitation. Et il y a d'autres points dans l'habilitation au gouvernement. Et donc de ce fait-là, le gouvernement a reçu le pouvoir de modifier et ou abroger des ordonnances. Donc c'est tout à fait exorbitant du droit commun. Hein. Donc voilà le gouvernement qui joue à législateur tout seul et de manière évidemment beaucoup plus rapide puisqu'il il peut décider sans en référer aux parlementaires, mais quand même garde-fou démocratique. Tout ce que le gouvernement aura décidé et qui est du ressort du Parlement, eh bien tout ça devrait être confirmé par le Parlement, par une ordonnance, en l'espèce, dans les 6 mois qui suivent la fin de la pandémie. Donc ce n'est pas un chèque en blanc, c'est une autorisation à aller de l'avant, mais avec vérification a posteriori. Vérification donc faite par le Parlement. Quelle est la durée de ces pouvoirs spéciaux? C'est 3 mois à partir du 20 mars 2020. Donc, on est bientôt à la fin. Oui, dans un mois, on est à la fin de cette période et cette période peut être prolongeable une fois. Alors, ça n'empêche pas le Parlement, s'il le désire, quand on sera le 20 juin 2020, ça n'empêche pas le Parlement de repartir pour un tour. On verra ce qu'on décidera à ce moment-là. Alors, voilà pour le cadre théorique. Ce qui vous intéresse, évidemment, ce sont les différentes mesures concrètes qui sont prises. Et je vais le dire d'emblée, il faut faire attention entre ce qui est annoncé par les autorités et ce qui est juridiquement effectif. Les autorités peuvent annoncer ce qu'elles veulent, et je sais qu'elles font le maximum pour régler les problèmes. En droit, tant qu'une mesure n'est pas publiée au Moniteur belge, elle n'a aucune effectivité juridique. Et je dis bien aucune. Si tant est que c'est une mesure proprement juridique, avec des droits et des obligations impactés. Et donc, force est malheureusement de constater, à Bruxelles à tout le moins, que la seule mesure juridique qui est déjà d'application pour les locataires, je dis bien la seule, c'est celle qui touche aux expulsions domiciliaires. Et là, on a un arrêté du 17 mars 2020, donc vous voyez la rapidité avec laquelle cet arrêté a été pris, puisque les premières mesures de confinement fédéral ont pris effet le 15 mars à minuit 1, si je ne m'abuse, et donc 2 jours après, on avait déjà un arrêté qui va suspendre les expulsions tant judiciaires qu'administratives, et ce jusqu'au 3 avril 2020, parce qu'on croyait encore un peu naïvement à l'époque que le virus allait disparaître dans les 15 jours, quod non évidemment. Donc cet arrêté du 3 avril 2020 a été modifié par un arrêté. L'arrêté du 17 mars 2020 a été modifié par un arrêté du 3 avril 2020 qui suspendait le délai d'expulsion, qui le prolongeait donc jusqu'au 3 mai 2020. Or, on le sait, aujourd'hui, on est le 14 mai, donc on attendait peut-être qu'il y ait un nouvel arrêté qui prolonge à nouveau le délai, un arrêté pris par exemple le 3 mai 2020 et qui le prolonge jusqu'en juin. C'est ce qu'on pouvait espérer et ce n'est pas le cas. Voilà, je suis désolé de le dire, mais il n'y a pas de prolongation, en tout cas, il n'y a pas de prolongation publiée au Moniteur belge du délai. Donc, la suspension des expulsions, elle a pris fin le 3 mai 2020. Alors, voilà pour la description de la mesure. Quelques commentaires. D'abord, la largeur du spectre qu'il faut saluer. Donc, dans les expulsions, il y a plusieurs sources traditionnelles, des expulsions pour manquement contractuel, c'est ce que j'appelle l'expulsion bail. Si, par exemple, le bailleur ne paye pas son loyer, eh bien, lorsque l'arrêté parle des expulsions judiciaires, décision judiciaire d'expulsion, ça couvre
les expulsions bail, donc pour manquement contractuel. Donc cette première source d'expulsion, elle est couverte. Deuxième source d'expulsion, les expulsions pour insalubrité. Les expulsions pour insalubrité, c'est une expulsion qui ne passe pas par une décision de justice. Elle ne répond d'ailleurs pas à un manquement contractuel du locataire, simplement le bien n'est plus en état. Et donc là, il y a décision régionale d'expulsion. Et lorsque l'arrêté bruxellois vise les expulsions administratives, ça recouvre exactement les expulsions pour insalubrité, décision donc prise par les autorités administratives. Et donc, le spectre aussi englobe les expulsions pour insalubrité. Est-ce que ça va jusqu'à englober les expulsions de squat? Là, évidemment, l'arrêté n'en parle pas. On est un petit peu dans une difficulté, c'est que, vous le savez, la loi anti-squat permet maintenant des expulsions extrajudiciaires prononcées par le procureur, avec la difficulté que cette disposition-là a été annulée par la Cour constitutionnelle récemment. Donc, on est là un petit peu dans le flou complet en ce qui concerne les expulsions de squat, mais on peut dire que la ratio legis du texte, comme on dit, c'est-à-dire la philosophie générale qui imprègne le texte, elle est très large, cette philosophie. On veut éviter la mise à la rue, c'est-à-dire la mise en danger, vu l'impossibilité de confinement. Donc, cette philosophie, c'est éviter la mise à la rue, quelle que soit la situation de départ. Et donc, je crois qu'on peut dire que les squats sont également englobés dans le champ d'application de la suspension des expulsions. Et donc, quand je vous disais qu'il fallait faire le départ entre les annonces par les politiques et la loi, ben là, on le touche du doigt. Moi, j'ai entendu dire la secrétaire d'État au logement ou son cabinet dire que oui, le délai de suspension était prolongé jusqu'au 30 juin 2020, avec donc un délai précis, voire, a-t-on pu lire, jusqu'au 31 août 2020. OK, très bien, mais pour l'instant, ce n'est pas effectif. Alors, j'ai encore eu aujourd'hui le cabinet de la secrétaire d'État au logement en ligne pour avoir les dernières infos, les plus fraîches, et on n'a pu que me confirmer que non, l'arrêté de prolongation du délai n'était toujours pas publié au Moniteur belge et que peut-être que ça procède d'un embouteillage au Moniteur belge ou d'autres explications. Donc voilà, je ne peux pas vous les donner. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, aujourd'hui, une expulsion doit être exécutée. Tant que l'arrêté n'est pas publié, elle doit être exécutée. Alors si maintenant, dans l'arrêté publié, on voit que l'entrée en vigueur, elle est fixée au 3 mai 2020 pour qu'il n'y ait pas de trou dans la couverture en quelque sorte, c'est un arrêté qui a le droit d'être rétroactif. Mais alors, il faudra remettre les choses en état et il faudra éventuellement réparer les dommages qu'aurait subi une personne expulsée. Donc, j'invite les bailleurs à la plus grande des prudences. De toute façon, une expulsion doit normalement passer par un juge. Or, les juges sont mis eux-mêmes en chômage technique. Donc, il faudrait que la décision judiciaire ait été antérieure à l'entrée en vigueur de la période de confinement. Donc, voilà. Malgré tout, il faut, c'est la philosophie du texte, être très prudent pour ne pas mettre en danger la vie d'autrui. Deuxième mesure, et voilà, on en a déjà fini avec les mesures publiées au Moniteur belge. Hein. Donc, deuxième mesure qui, elle, a été politiquement décidée. Donc là, on me dit que c'est bétonné, mais en tout cas, ce n'est pas encore publié au Moniteur, c'est la suspension des délais de préavis. Et ça, c'est évidemment très important puisque le délai de préavis, par exemple, pour une fin de bail, ça sert à quoi? Ben, ça sert à permettre au locataire de préparer son relogement. Et si c'est le locataire qui veut partir et qui donne le préavis, ça sert au bailleur de préparer une nouvelle location. Et donc, mais là, on va un peu se centrer sur le locataire.
le délai de préavis a cette fonction tout à fait importante de préparer le relogement. Or, je ne vous apprends rien, la pandémie actuelle empêche tout déménagement. Hein. Les déménagements, sauf s'ils sont absolument essentiels, sont proscrits en période de confinement. Et plus en amont encore, la pandémie empêche toute visite de logement, puisque ça ne fait pas partie des déplacements essentiels qui ont été autorisés. Les agences immobilières elles-mêmes ont dû suspendre leurs activités, donc il est impossible de préparer son relogement en période de confinement. Ensuite de quoi, l'exécutif bruxellois, de manière sage, a décidé la suspension de tous les préavis, soit en cours déjà au 16 mars 2020, soit ayant pris cours ou prenant cours à partir du 1er avril 2020. Donc, tous les délais de suspension sont, tous les délais de préavis en matière de bail sont suspendus. Pendant combien de temps? Pendant, je cite, toute la période portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus. Il y a un certain nombre de cas qui ne tombent pas dans le régime de la suspension des délais de préavis. Un, si malgré tout le locataire a déjà déménagé ou a réussi à déménager, il n'a pas dû visiter d'autres biens ou que sais-je. Donc là, ça ne s'applique pas. Autre cas où il n'y a pas d'application, c'est s'il y a eu un accord amiable, si les parties elles-mêmes se sont arrangées. Et c'est important de le dire parce que normalement, la loi sur le bail, en ce compris les délais de préavis, sont de droit impératif. Donc, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, les textes sur le bail sont de droit impératif. Ça veut dire qu'ils priment sur un accord contraire des parties. Alors, il y a des petites nuances. Un accord peut quand même être autorisé si il ne va pas, enfin, si la personne protégée accepte d'abdiquer sa protection. Mais ici, on ne doit même pas aller dans ce petit cas de figure exceptionnel puisque la loi elle-même dit que par exception, on peut déroger au droit impératif sur les délais de préavis. Troisième cas de non-application, ce sont les baux de logement étudiants. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont leur réglementation spécifique qu'on va voir dans un instant. Et le quatrième cas de non-application, je le cite, mais je le verrai après, ce sont les baux de résidence principale de courte durée dont le preneur, je cite, peut justifier de sa qualité d'étudiant et n'est pas domicilié dans les lieux, parce que là aussi, il y a une règle spécifique. Quand prend fin cette mesure prendra fin le lendemain de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du gouvernement constatant la fin de la période de suspension. Donc voilà, en quelque sorte, le bailleur qui veut mettre fin au bail, il doit prendre son mal en patience puisque le délai de préavis est gelé pendant la période de confinement. Et dire qu'on a parfois tendance à assimiler délai de préavis à résiliation anticipée, c'est-à-dire le bailleur qui veut mettre fin avant terme au bail, mais non, il faut savoir que sauf exception, en l'espèce le bail de moins de 6 mois, à Bruxelles à tout le moins, il n'y a aucun bail qui prend fin tout seul par la seule arrivée du terme. Même lorsque le bailleur n'entend rien faire d'autre que mettre fin au bail à l'expiration de la durée, eh bien, même dans ce cas-là, il faut, comme on dit, donner un congé, et ce congé ouvre un délai de préavis. Donc voilà, ça couvre tout, non seulement la résiliation anticipée, mais aussi l'expiration du bail à l'échéance. Quelques commentaires. Dire que cette mesure, elle est insérée dans le droit commun du bail. Alors, ça veut dire quoi? Donc, sans être trop technique, c'est mis dans l'ordonnance bruxelloise sur le bail, qui elle-même est enchâssée dans le Code bruxellois du logement, mais c'est mis dans le droit commun du bail, pas dans le bail de résidence principale ou dans le bail de colocation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'applique à tous les baux. Donc, non seulement au bail de résidence principale, non seulement au bail qui n'est pas de résidence principale, non seulement au bail d'étudiants, avec, il y a la règle particulière que je dirais, ça s'applique aussi au bail de colocation, au bail glissant, donc il y a une portée très large qui est donnée à cette mesure du fait de son insertion dans le droit commun du bail, donc c'est un socle commun transversal à tous les baux d'habitation à Bruxelles. Autre commentaire,
On a dit que ça couvrait les préavis en cours au 16 mars 2020 ou prenant cours le 1er avril 2020. Donc la question que je me pose, c'est quid des baux entre les deux, des préavis entre les deux, c'est-à-dire qui prennent cours entre le 17 mars et le 31 mars 2020. Donc là, il y a un petit trou qui n'est pas couvert. Alors peut-être que l'idée du législateur, c'était que de toute façon, dans l'ordonnance sur le bail, il est mis que tous les congés qui se donnent à tout moment ne prennent effet qu'au premier jour du mois suivant. Ça, c'est la règle, l'article 231 du Code du logement. OK, je veux bien, mais cette règle dit bien que ça ne vaut que pour les congés qui se donnent à tout moment. A contrario, il y a une série de congés qui ne se donnent pas à tout moment. Par exemple, le congé pour mettre fin à un bail de 9 ans, pour travaux, on le fait uniquement au triennat et pas à tout moment. Donc, est-ce que ça rentre là-dedans? Je ne sais pas. Là, en tout cas, il y a peut-être un petit flou qui perdure. Alors, la mesure, elle est très large, je l'ai dit, mais elle peut interroger cette mesure par rapport à l'objectif de départ qui était d'empêcher le locataire de se retrouver à la rue et donc en danger. Pourquoi ça peut interroger? Parce que, puisqu'elle est large, cette mesure s'applique également aux locataires qui voudraient partir. Le locataire qui voudrait partir est lui aussi entravé dans l'exécution de sa résolution en quelque sorte. Bon, ça, je laisse tomber. Et donc, application rétroactive, point d'interrogation. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le futur texte. On m'assure qu'il est bouclé, etc. Est-ce que l'application sera rétroactive ou est-ce que l'application sera à partir de la publication au moniteur? Ce qui est sûr, c'est que si l'application n'est pas rétroactive, eh bien, tous les délais qui auraient été suspendus indûment devront être corrigés. Mais bon, on verra la situation. Alors, ensuite, autre mesure prise par le gouvernement bruxellois, mais qui n'est pas encore publiée. C'est une mesure qui est un petit peu une variante de la précédente, mais en ce qui concerne les étudiants, qui eux aussi voient les délais de préavis suspendus, ou plutôt réduits. Quel est le contexte de départ pour les étudiants? Eh bien, le contexte, c'est que l'étudiant, pendant le confinement, tente à délaisser son logement étudiant. Pourquoi? Pour trois raisons, au moins. Un, parce que l'enseignement à distance s'est généralisé. Moi-même, je suis prof à l'UNIF, eh bien, je n'ai plus mis un pied dans un auditoire depuis le 14 mars. J'avais un cours le 14 mars et je l'ai laissé tomber immédiatement. Et donc, voilà, plus personne ne va en présentiel, comme on dit à l'UNIF. Et donc, tout ça se fait à distance. Et ça rend moins utile, dès lors, le logement étudiant, la proximité physique que procure le logement étudiant par rapport à l'université. Évidemment, cette proximité n'a plus aucun intérêt, ou en tout cas, on a beaucoup moins. Et donc, l'étudiant a tendance à délaisser ce logement. Il le fait, c'est la seconde raison, d'autant plus que on sait qu'on va devoir se confiner pendant longtemps et la suite ne l'a pas démenti. Et donc, beaucoup d'étudiants, et on ne peut pas leur en faire le grief, veulent se retrouver dans le cocon familial, ne serait-ce que pour bénéficier du soutien de leurs proches, peut-être des bons repas aussi. Et donc, beaucoup d'étudiants qui cotent rejoignent le logement familial. Troisième raison, quand bien même un étudiant voudrait rester dans son cote, beaucoup d'étudiants travaillent pour le payer, ce cote, et c'est clair qu'avec le lockdown en quelque sorte des commerces, de l'ORECA, etc., ça prive de revenus toute une série d'étudiants qui, de ce fait-là, ont du mal à payer leur loyer étudiant et donc ils ont envie aussi de quitter leur logement étudiant et ça se concrétise comment? Par une volonté de mettre fin au bail étudiant. Le gouvernement a entendu cette difficulté, ce cri presque primal, avec un régime de réduction du délai de préavis pour
les étudiants. Réduction à 1 mois du délai de préavis, contre 2 aujourd'hui, de la durée de préavis associée à la résiliation anticipée du bail étudiant des œuvres du preneur. Donc, l'étudiant qui veut partir de manière anticipée peut le faire plus rapidement qu'avant. Et ce, même chose pour les congés notifiés entre, pas même chose, ça, là par contre, c'est correctement libellé pour tous les congés notifiés entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020. Alors, ça s'applique à qui? Ça ne s'applique pas aux étudiants en tant que tels, ça s'applique à ceux qui sont officiellement dans un bail de logement étudiant. Et on ne va pas faire tout un cours sur le bail à Bruxelles, mais il y a différentes cases, différentes catégories de bail. Il faut être officiellement dans la case logement étudiant avec bail type logement étudiant. Et on peut très bien être étudiant sans nécessairement recourir à cette catégorie spécifique. On peut être étudiant et avoir un autre bail. C'est une particularité à Bruxelles. Le régime du bail étudiant n'est pas obligatoire. Il ne s'applique que si les personnes l'acceptent. Mais donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est uniquement pour les baux officiels étudiants. Et justement, maintenant, j'en viens au régime particulier. Régime particulier du régime particulier, je vous ai dit que les étudiants ne sont pas obligés de recourir au bail étudiant. On va plutôt tourner ça différemment. Les bailleurs ne sont pas obligés de recourir au bail étudiant. Le bail étudiant, sur certains aspects, rebute les bailleurs parce qu'il permet justement une résiliation anticipée à tout moment, moyennant préavis court et indemnité légère. Et donc, beaucoup de bailleurs n'ont pas envie d'utiliser le bail étudiant et donc gardent le bail soit de droit commun, soit de résidence principale. Et à cet égard-là, le législateur, et c'est heureux de sa part, le législateur a aussi voulu viser les étudiants qui ne sont pas dans le bail officiel étudiant. Et c'est pour ça qu'il y a cette sous-variante pour le bail de résidence principale de courte durée dont le preneur est un étudiant qui n'est pas domicilié dans les lieux. Eh bien, dans ce cas-là, normalement, le locataire de résidence principale de courte durée peut mettre fin, et c'est une nouveauté depuis 2018, le locataire de courte durée peut mettre fin à un bail de courte durée moyennant préavis de 3 mois. Eh bien là, la variante spéciale Covid, c'est que ce délai de préavis de 3 mois est réduit à 1 mois. Ce pour des congés, eux aussi, notifiés entre le 16 mars et le 30 septembre 2020. Donc là, le législateur a voulu chercher également le locataire étudiant qui, entre guillemets, est invisible parce que, ayant conclu un contrat de bail de résidence principale. Alors, oui, ça je vais laisser tomber parce que le temps passe et avec Zoom, je ne vois pas au fond le minutage. 12h50. OK. Oui, Là, on m'entend? oui, oui, oui. OK, ça Maintenant, va. on entend. Alors, quelques commentaires rapidement. Ça ne concerne que le secteur privé du logement, donc pas le logement social. Ça concerne que le bail étudiant, très peu appliqué, je l'ai dit. Vous savez, même les universités n'appliquent pas toutes le bail étudiant. C'est dommage, mais c'est ainsi. Alors, bon, je vais laisser tomber parce que je veux laisser du temps aux questions. J'ai déjà un peu énoncé tout ça.
peut-être juste dire que ça ne s'applique pas au bail de 9 ans et ça ne s'applique pas au bail de moins de 6 mois. Ça ne s'applique pas au bail de moins de 6 mois parce que là, il n'y a pas de congé à donner. C'est l'exception. Le bail prend fin tout seul. Passons à une autre mesure, la prime aux locataires. Donc, à côté des expulsions, à côté des délais de préavis, on a voulu aussi renforcer la solvabilité des locataires. Comment ça s'est fait? Donc, inutile de vous dire, Pascal l'a dit elle-même, beaucoup de locataires, parce qu'ils sont indépendants, par exemple, ont des pertes de revenus, et même s'ils sont salariés, ils peuvent être mis en chômage technique. Donc, il faut renforcer la solvabilité des locataires. Ce qui a été décidé, et j'ai oublié de le mettre, mais c'est la même chose, c'est une mesure qui n'est pas encore publiée au Moniteur belge. Une prime a été décidée pour les locataires. Quel est le public bénéficiaire? Les indépendants, soit parce qu'ils ont bénéficié d'un droit passerelle, je ne rentre pas dans les détails, soit alors un équivalent régional de droit passerelle, ou alors les autres, c'est-à-dire les salariés qui ont eu des pertes de revenus, chômage temporaire ou partiel, pendant 15 jours. Tous ces gens-là sont éligibles à la prime locataire. Évidemment, pourvu qu'ils soient locataires, hein, je ne parle pas de la prime donnée aux indépendants par le fédéral. Ici, c'est une matière logement, donc donnée par la région bruxelloise. Et donc, il y a une prime situation de ménage. Il suffit qu'un soit dans cette situation-là pour être éligible à la prime, même si l'autre ne répond pas à ces conditions. Donc, un seul suffit. Idem pour la colocation. Il suffit qu'un seul des colocataires soit dans cette situation-là. Quelles sont les conditions? Il y a des conditions relatives au logement. Un, on est aussi dans le secteur privé. Mais attention, pas dans le secteur privé AIS. Là, le loyer est déjà régulé, donc on n'est pas éligible à cette prime. Donc, secteur privé hors AIS. Par ailleurs, il faut que le logement loué soit l'unique habitation du locataire. Si le locataire est propriétaire par ailleurs d'une autre habitation, ça ne vaut pas. On a aussi des conditions relatives au bail. Il faut que ce soit un bail de résidence principale, c'est-à-dire que les baux de droit commun, les baux d'étudiants, ça ne va pas renforcer la popularité du bail étudiant, ou le bail de colocation qui ne serait pas de la résidence principale. Tout ça est exclu de la prime. Autre condition relative aux revenus, cette fois, on ne peut pas excéder 50% du plafond d'admission du logement social. Et voilà en l'espèce les chiffres. Et en fait, pour que ce soit bien clair, on ne peut pas excéder. Bref, c'est revenu d'admission plus 50%. OK, l'expression là, elle peut prêter à confusion. Donc, c'est revenu d'admission plus 50%. On ne peut pas excéder soit 150%, soit de 50%. Voilà. Voilà les tableaux officiels. Les modalités d'octroi, c'est une prime unique. Donc, ne croyez pas que c'est une espèce d'allocation loyer qui revient tous les mois. Non, une prime unique dont le montant est de 214,68 €, montant forfaitaire. Donc, c'est indépendant de toute autre circonstance. Et c'est un octroi semi-automatique. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas complètement automatique, donc ceux qui sont dans ce cas de figure ne vont pas recevoir automatiquement ces 214 € sur leur compte. Non, ils doivent d'abord recevoir un courrier d'administration. Alors, on me dit que c'est dans le courant du mois de juin, et je l'espère. Hein. Et une fois qu'on reçoit ce courrier d'administration, il faudra y donner suite en s'encodant sur le site de la fiscalité bruxelloise pour obtenir la prime qui, me dit-on, sera délivrée alors dans les jours, dans les semaines qui viennent. Donc, ce n'est pas complètement dépendant
d'une démarche préalable du locataire, il faudra attendre l'administration, mais normalement, après, ce sera automatique. Voilà. Le budget, 18 millions d'euros et l'application sera rétroactive. Quelques commentaires. Le montant, il est intéressant, hein, c'est déjà un gros budget, 18 millions d'euros, mais pour un locataire qui paye par exemple 600 euros et qui a plusieurs mois de perte de revenus, évidemment, ça reste faible. Le caractère forfaitaire peut interroger lui aussi, puisqu'il est pas dépendant ni de la hauteur du loyer, donc qu'on ait un loyer élevé ou pas, ça ne compte pas. Ça ne dépend pas non plus de la composition de ménage. Mais là, l'idée est de faire simple pour donner rapidement la prime, ce qui peut aussi se comprendre. Pour le courrier d'administration, j'attends qu'il soit là avant de crier victoire. Les logements publics, un mot maintenant, logements publics ou assimilés. D'abord, dire quelques mots sur les logements sociaux. Là aussi, il a été prévu des mesures en faveur des logements sociaux. Il existe déjà dans la réglementation sur les logements sociaux le cas de figure de la situation de précarité exceptionnelle du locataire. Et cette situation peut valoir réduction sociale spécifique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire une réduction ponctuelle de loyer. Eh bien, on peut assimiler à cette situation de précarité exceptionnelle du locataire, on peut assimiler la crise sanitaire actuelle. Ce qui devrait valoir, tout ça est question de cas d'espèce évidemment, ce qui devrait valoir réduction de loyer. Autre mesure dans le logement social qui a été prise, c'est l'étalement du paiement du loyer en cas de chômage temporaire. Troisième mesure, logement social, là, il y a une révision des loyers en cas de forte baisse des revenus. Là, il n'y a pas d'arrêté qui est attendu parce qu'on est plus dans l'ordre ici de l'interprétation de la circulaire, de la directive donnée par la secrétaire d'État à son administration. Pour les logements communaux et des CPS, là, il y a officiellement une injonction régionale qui est donnée pour intensifier les pratiques de plan de paiement d'étalement des loyers. Et en ce qui concerne maintenant les logements locatifs du fonds du logement, ce qu'on appelle l'aide locative, il y a possibilité d'avoir une révision temporaire du loyer et octroi de délai de paiement. Donc tout ça est officiel. Je ne dis pas que ce sera automatique, mais en tout cas, si vous allez vers ces organismes-là, ils seront déjà sensibilisés par la région à vous octroyer ces facilités. Alors, plus rapidement maintenant, quelques mots sur les aides aux propriétaires. Premièrement, une aide au paiement du précompte immobilier. Et là, il y a un arrêté en bonne et due forme qui a été pris. Le paiement du précompte, vous avez 2 mois de plus pour le régler. Ça passe de 2 à 4 mois, dès que vous recevrez votre avertissement extrait de rôle. Si vous êtes propriétaire empruntant au fonds du logement, il y a là une mesure de sursis du remboursement du capital. Donc, vous savez que quand on rembourse un emprunt hypothécaire, il y a toujours une partie intérêt et une partie capital. La partie capital est suspendue pour 6 mois maximum, sans frais. Et évidemment, il faudra bien un jour récupérer ce que vous n'aurez pas payé. Et c'est surtout à la fin du remboursement, à la fin du crédit qu'on paye le plus de capital. Mais donc, la durée du remboursement sera prolongée, évidemment, à proportion du sursis donné au remboursement du capital. Alors, quelques divers, très rapidement, avant de passer à la région wallonne. On a aussi à Bruxelles suspendu les coupures d'eau, de gaz et d'électricité. Les loyers des baux commerciaux ont été suspendus lorsque le bailleur est la ville de Bruxelles ou le CPS de la ville de Bruxelles. Donc, ces deux acteurs sont des gros propriétaires de logements commerciaux. Ils ont décidé de suspendre les loyers, en tout cas le loyer d'avril, si je ne m'abuse. Pour les étudiants de l'ULB, ils ont eu une suspension du paiement des charges. Les étudiants de la VUB, toujours dans des logements d'université, une suppression d'1 mois de loyer. Par ailleurs, Etterbeek et Forêt ont réquisitionné des hôtels pour y héberger des sans-abri.
Voilà, le reste, je laisse tomber et tout ça, je laisse tomber aussi puisque le temps passe. Je passe maintenant à la région wallonne. Là, je vous fais grâce de l'arrêté, du décret cadre sur les pouvoirs spéciaux. On va passer tout de suite aux mesures particulières qui ont été prises. La première, elle concerne la facilitation de la prorogation du bail pour circonstances exceptionnelles. Là, il y a un bel arrêté qui a été pris, l'arrêté du 22 avril 2020. D'abord, je vais décrire la mesure et puis je vais expliquer un peu c'est quoi la prorogation du bail pour circonstances exceptionnelles. Donc, je décris la mesure Covid. C'est de dire que la demande de prorogation du bail adressée par le locataire pourra se faire par courrier postal ou par mail, plutôt qu'en temps normal par envoi recommandé. Et tout ça peut se faire au plus tard 5 jours avant l'expiration du bail, alors que normalement, c'est au plus tard 1 mois. Donc, au fond, c'est ça. Ce n'est, entre guillemets, rien d'autre que ça. Si le politique dit regardez, grâce à moi, mesure spéciale Covid, on pourra demander la prorogation du bail pour circonstances exceptionnelles, etc., vous devez évidemment ramener la mesure à sa juste proportion. C'est une mesure intéressante, mais ce n'est pas une mesure qui va conférer ce droit de prorogation du bail. Ce droit existe déjà. Il existait déjà à l'époque de la législation fédérale et existe toujours dans la déclinaison régionale. Ici, la mesure, elle tient en deux choses. Le raccourcissement du délai qui doit précéder la fin du bail, on peut le donner in extremis en quelque sorte, et la facilitation procédurale, on peut envoyer ça par mail ou par simple lettre. La mesure tient à ça et rien qu'à ça. Quelles sont les conditions? Les conditions pour obtenir ces facilités, c'est être en impossibilité de déménager, dit l'arrêté. Mais ça, je crois que c'est une condition qui n'est pas trop difficile à remplir. Quelles sont maintenant les modalités? Une fois qu'on a eu le cas échéant, et j'expliquerai que ce n'est pas automatique l'octroi de cette prorogation, une fois qu'on a le cas échéant cette prorogation, il faut la traduire par un écrit dans le mois qui suit l'octroi de la prorogation. Et cet écrit, c'est par exemple un avenant au bail. Donc, il faudra quand même qu'il y ait, sinon un contact physique entre le bailleur et le locataire, il faudra qu'il y ait l'expression écrite de leur accord des volontés. La période d'application, ça rentre en vigueur le 23 avril 2020 et pendant toute la période de confinement classique. Alors, ça m'amène à dire, c'est quoi exactement cette prorogation du bail pour circonstances exceptionnelles? J'aurais dû commencer par là, mais je sais que si je commence par là, on ne m'écoute pas. On veut d'abord savoir ce que le gouvernement wallon a décidé récemment. Et donc, maintenant, je reviens au commencement. Ça sert à quoi cette prorogation du bail? C'est une mesure de faveur accordée aux locataires qui voient arriver avec appréhension le bail à échéance. Et donc, le locataire se dit, mais je n'ai encore aucune alternative, je ne sais pas où je vais aller, je n'ai pas de relogement. Et donc, il demande au bailleur une prorogation du bail pour circonstances exceptionnelles, et ce, que le bail prenne fin à l'échéance normale ou par l'effet d'une résiliation anticipée. Et donc, le locataire doit le demander, en théorie, au plus tard 1 mois avant la fin du bail. Il le demande au bailleur qui n'est pas obligé d'accéder à cette requête. Et à défaut d'accord amiable, le locataire peut saisir le juge. Et le juge
accepte ou non. Et s'il accepte, c'est le juge qui fixe la durée de la prorogation du bail en tenant compte de l'intérêt des deux parties et notamment du grand âge éventuel de l'une d'entre elles. Et en guise de contrepartie pour le bailleur, le juge peut accorder une augmentation de loyer, voire si c'est un bail qui prend fin par une résiliation anticipée, par exemple sans motif, eh bien, dans ce cas-là, il y a une indemnité à payer pour le bailleur et le juge peut réduire ou supprimer l'indemnité du bailleur. Voilà en clair et en bref en quoi consiste cette prorogation du bail pour circonstances exceptionnelles qui est facilitée en période de Covid. Même chose, ça ne concerne que le secteur privé, ça ne concerne pas le logement social. De toute façon, toute la nouvelle réglementation bail en Wallonie, ça ne concerne que le logement social. Seconde mesure qui a été prise en région wallonne, c'est un petit peu comme à Bruxelles, la facilitation de la résiliation du bail étudiant. Et donc là, je vais commencer par la mesure spéciale Covid, même chose, et après j'expliquerai le cadre général. Parce que ces mesures spéciales Covid s'insèrent toujours dans un cadre déjà existant. Alors, description de la mesure, c'est quoi la facilitation? Eh bien, c'est que le congé donné par l'étudiant qui veut partir plus rapidement, et vous aurez compris pourquoi il veut partir plus rapidement, ce congé peut être donné à tout moment et donc même après le 15 mars. Et vous comprendrez pourquoi j'insiste sur le même après le 15 mars. Le préavis n'est plus que d'un mois plutôt que deux, diminue de moitié, et l'indemnité n'est plus que d'un mois de loyer plutôt que 3. Voilà en quoi consiste la facilitation. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de cette facilitation? Il faut que le locataire ou alors, je cite, les personnes qui supportent régulièrement la charge du paiement du loyer, il faut que ces personnes-là aient conjointement une perte de revenus d'au moins 15 jours. Donc, conjointement, ça veut dire qu'en clair, si le locataire qui travaillait est sans le sou, mais que ses parents, eux, continuent à avoir un salaire parfaitement régulier, eh bien, la condition n'est pas remplie puisqu'il faut qu'il y ait une perte conjointe des revenus. Les modalités, ça je laisse tomber. La période d'application, l'entrée en vigueur, c'est le 23 avril, pendant toute la période de confinement. Et j'en viens maintenant à l'explication de ce régime général de résiliation anticipée du bail étudiant par le locataire. D'abord, c'est réservé aux locataires. Et donc, il ne faut pas que le gouvernement wallon dise, grâce à notre mesure spéciale Covid, on donne le droit aux locataires de pouvoir partir avant terre. Non, tout ça existait déjà. Tout comme existait déjà la possibilité de partir à tout moment, de donner son congé à tout moment. Mais, et c'est là où vous aurez compris mon insistance de tantôt, ça ne pouvait pas se faire au-delà du 15 mars. On considérait que les beaux étudiants prennent cours, par exemple, le 1er septembre pour se terminer soit le 30 juin, soit le 31 août. Et donc, on disait, on ne peut quand même pas donner congé au-delà du 15 mars, ça ne vaut plus le coup en quelque sorte. Donc, maintenant, on peut faire ce congé à tout moment. J'ai dit que maintenant, l'indemnité, elle était de 3 mois de loyer. L'indemnité générale est de 3 mois de loyer. Maintenant, c'est réduit à 1 mois de loyer. Et avant, ces 3 mois de loyer pouvaient tomber si on montrait qu'on résiliait parce qu'il y avait un refus d'inscription, ou bien parce qu'on abandonnait ses études, ou aussi, autre hypothèse, si un des parents était mort. Quelques commentaires rapidement. C'est dans le secteur privé.
et le reste, je laisse tomber pour vous laisser du temps de poser des questions. Ah oui, juste une chose en droit, c'est le point D. L'arrêté, il est formulé de manière telle qu'il dit que doivent être visés par la perte de revenus le preneur ou les personnes qui, etc., donc les parents, en clair, et que le congé doit émaner d'eux. Or, si les parents ne sont pas signataires du bail, il est impossible que les parents donnent le congé. Techniquement, le congé ne peut être donné que par un signataire. Et donc, là, il risque d'avoir une difficulté parce que dans le cadre wallon du bail étudiant, le preneur du bail peut être le parent et donc il faudra bien voir qui donne le congé. Ça doit être la personne qui a signé le bail. Voilà. Troisième mesure prise par les Wallons. Et on voit que autre parenthèse, que la situation est exactement la même en Wallonie et à Bruxelles, mais que les mesures diffèrent. Par exemple, à Bruxelles, il y a eu une suspension générale des délais de préavis. Il n'y a pas ça en Wallonie. Par contre, en Wallonie, on l'a dit, il y avait, c'était quoi encore, ma première mesure. Ah oui, la facilité de la prorogation du bail pour circonstances exceptionnelles, ça, les Bruxellois n'ont pas fait. Et donc, chacun exerce souverainement sa compétence logement avec des différences qui peuvent interpeller. Soit, troisième mesure wallonne qui, elle non plus, n'existe pas à Bruxelles, mais Bruxelles a la prime aux locataires qui, jusqu'ici, n'existe pas en Wallonie. C'est quoi cette troisième mesure wallonne? C'est le loca-prêt, c'est-à-dire un prêt à taux zéro pour le paiement du loyer. Et donc, c'est la Société wallonne de crédit social. Ne me demandez pas pourquoi, parce que cet organisme a vocation à aider à l'acquisition de la propriété, mais soit là, c'est une aide aux locataires, un prêt à taux zéro qui couvre jusqu'à 6 mois de loyer, donc prêt gratuit accordé par la SOCS. Par contre, les conditions sont longues comme un jour sans pain, et là, je ne vous ai mis que les principales. Domicilié en Wallonie, perte de revenus, être en ordre de paiement de loyer, donc ça ne peut pas récompenser les locataires qui sont déjà défaillants, et ce jusqu'au mois de février 2020. Un plafond de revenus classique. Ça ne vaut que pour les baux de résidence principale, de colocation et de bail étudiant, donc pas les baux de droit commun. Le bail doit être enregistré. Au passage, l'enregistrement du bail incombe au bailleur hein, et pas au locataire. Donc là, c'est un peu bizarre. Ce serait le locataire qui pâtirait d'un défaut d'obligation du bailleur, soit vous devez aussi montrer que vous n'avez pas une épargne supérieure à 25 000 euros. Classiquement, vous ne devez pas être propriétaire d'un autre logement. Et dernière condition, vous devez montrer que vous n'avez pas la capacité financière, vous devez montrer que vous avez les reins assez solides pour rembourser le crédit, même sans intérêt, de la SOCS. Les modalités, vous pouvez rembourser en 36 mois et en tout état de cause, le remboursement doit terminer avant 85 ans. Donc, si vous prenez ce crédit à 85 ans moins un mois, à supposer qu'on vous l'accorde, vous devez savoir que vous devrez tout rembourser en un mois. Période d'application, vous pouvez faire la demande jusqu'au 30 juin 2020. Alors, quelques divers. Les expulsions domiciliaires, même chose qu'à Bruxelles, ça a été suspendu. Et là, on a au moins une litanie d'arrêtés qui suit, de sorte que le délai est bétonné jusqu'au 8 juin 2020. Pour les logements sociaux, on a, mais là je ne rentre pas dans les détails, une circulaire ad hoc de la Société wallonne de logement. Alors j'en viens au dernier point de mon exposé, et je vous promets que vous aurez le temps pour les questions. La suspension de loyer. Mais là,
autant le dire de suite, il n'y a aucune mesure qui a été prise. Il n'y a rien. Je ne dis pas que j'ai absolument tout vu dans l'éventail des mesures logement, mais ce qui est sûr, c'est qu'une mesure aussi fondamentale qu'une mesure de suspension de loyer, de régulation de loyer, etc., ça, aucune de ces mesures n'a été prise. Ça, je peux vous en faire, évidemment, vous en donner la certitude. Ça n'empêche que des locataires se disent, c'est bien beau, toutes leurs mesures, peut-être des mesurettes, mais moi, je n'ai plus d'argent pour payer le loyer. Est-ce que dans l'arsenal juridique existant, on peut trouver des fondements légaux qui justifient une suspension du loyer, voire une suppression pure et simple d'un mois, de 2 mois de loyer, eu égard à la crise sanitaire? L'idée qui vient directement à l'esprit, c'est la force majeure. On dit, ah oui, force majeure, le corona, c'est la force majeure, donc je ne paye plus mon loyer. Eh bien, on va instruire cette idée, et je le dis déjà parce que je n'aime pas faire durer des faux suspens. On va malheureusement devoir un peu lui faire un sort ou couper les ailes à ce canard-là, mais je dis déjà, il y aura des fondements légaux alternatifs, mais on va devoir un petit peu rogner les ailes à ce canard. D'abord, les conditions. Classiquement, la force majeure, c'est quoi? C'est 2 choses. La possibilité d'exécution d'une obligation. Donc, c'est impossible, ça ne se discute pas. Et 2, il faut une non-imputabilité de l'inexécution au débiteur. En clair, que ce ne soit pas la faute du débiteur. Voilà, théoriquement pour les conditions. Et je le dis, ce sont des conditions jurisprudentielles en matière de bail à tout le moins et en Belgique. En France, par exemple, on a défini la force majeure, pas chez nous. Donc, ce sont des conditions jurisprudentielles. Donc, voilà, le législateur n'allait pas commencer à inventer ex nihilo à l'occasion du Covid, inventer une toute nouvelle obligation de la force majeure, c'était trop complexe. Les effets de la force majeure, ils sont classiques aussi. Si l'impossibilité d'exécution est définitive, l'obligation est éteinte. Si l'impossibilité n'est que temporaire, l'obligation est juste suspendue. Alors, ça c'est pour le cas théorique. Comment peut-on maintenant apprécier ces conditions au regard de la crise sanitaire? Et je vais reprendre les 2 conditions. Et je vais tout de suite aller à la seconde et je reviendrai sur la première pour un petit peu faire durer le suspense ici, puisque ce sont des conditions cumulatives. Tout d'abord, la condition de non-imputabilité. La condition de non-imputabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être indépendant de la volonté du locataire. Il ne faut pas de faute du locataire. Il faut que la force majeure soit imprévisible et irrésistible. Là, on peut dire grosso modo que oui, en effet, on rencontre cette première condition de la force majeure. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut le dire. Malheureusement, j'ai dit, il y a une seconde condition qui est cumulative, c'est l'impossibilité d'une exécution. Et là, malheureusement, il faut un petit peu doucher les espérances, puisqu'il y a 2 acquis dans l'interprétation de cette impossibilité d'une exécution. En tout cas, il y a 2 éléments à mettre en œuvre. C'est que si l'impossibilité est d'ordre pécuniaire, c'est-à-dire si elle procède de l'insolvabilité du débiteur, alors on ne se trouve pas dans un cas d'impossibilité d'une exécution. L'impossibilité est plutôt à concevoir sous l'angle matériel, une destruction de l'objet de l'obligation, par exemple, mais pas une impossibilité pécuniaire, et ça a été confirmé par un arrêt récent de la Cour de cassation. Second élément négatif, c'est de dire que, en ce qui concerne l'impossibilité matérielle, là aussi, il faut tout de suite doucher les enthousiasmes, parce que les habitations, contrairement au commerce, n'ont pas été fermées. Pour le bail commercial, la chose là est beaucoup plus claire, puisqu'il y a un arrêté ministériel fédéral du 23 mars 2020 qui énumère une fermeture obligatoire pour toute une série de commerces. Ça ne concerne que les commerces, pas les habitations. Et donc là,
il n'y a pas d'impossibilité matérielle d'exécution du bail. Donc, la force majeure, diraient mes filles, c'est un peu mort si vous me passez l'expression. Mais comme je n'aime jamais, autant j'essaye d'être un juriste plus ou moins rigoureux et d'expliquer la loi ou la jurisprudence, je ne veux jamais laisser les gens en plan avec une impression noire. Le droit, c'est aussi la créativité et la recherche de fondements alternatifs, sinon de failles, dans le matériau légal existant. Quelles sont les failles, les fondements alternatifs? Le premier matériau alternatif, c'est le principe d'exécution de bonne foi des contrats. Alors, j'ai assorti chacun de ces fondements d'un point d'interrogation parce qu'il n'y a aucune certitude. Déjà, la matière de la force majeure est jurisprudentielle et donc elle dépend de l'appréciation faite par le juge. Mais donc là, l'incertitude est plus forte encore parce qu'on rentre un peu dans le champ de la prospective. Premier fondement légal alternatif, c'est le principe d'exécution de bonne foi des contrats. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout prévoir dans un contrat. Il faut accepter que des choses en cours de route puissent un petit peu modifier l'économie générale de la convention et que le bailleur en tienne compte parce que principe d'exécution de bonne foi des contrats. Et là, il y a toute la jurisprudence, malheureusement pas la jurisprudence liée au virus. J'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. Si j'en avais, je vous l'aurais déjà donné. C'est complètement inédit, sans précédent. Alors, je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais de mémoire de juriste, allez, ça fait quand même bientôt 30 ans, je n'ai jamais vu ça, donc il n'y a pas de jurisprudence en la matière. Second fondement alternatif, c'est l'abus de droit. Si le bailleur exécute son droit d'une manière qui cause à son co-contractant un désagrément qui est supérieur à l'agrément du bailleur, alors on pourrait considérer qu'il y a un abus de droit. Là aussi, ça dépend de l'appréciation du juge. Troisième alternative, c'est invoquer le délai de grâce. Alors, le délai de grâce, là, on est au stade ultérieur. Il y a eu déjà décision d'exécution, d'expulsion. Le bail a déjà trépassé en quelque sorte, mais le preneur demande un délai de grâce au juge, vraiment un dernier recours du dernier recours. Mais donc là, on n'est plus dans la période locative, il n'y a plus de bail, et donc ça veut dire que pendant ce délai de grâce, il n'est plus question de demander au bailleur d'exécuter ses obligations. Obligations, par exemple, de faire les réparations, obligations liées à la salubrité. Là aussi, c'est mort en quelque sorte, puisque le bail lui-même est mort. Alors, dernière tentative, c'est invoquer l'article 23 de la Constitution qui proclame le droit au logement. Maintenant, le bailleur pourrait l'invoquer lui aussi et de dire que le droit au logement n'est pas réservé aux locataires et que le propriétaire, bailleur, doit rembourser son emprunt hypothécaire, par exemple, et que le droit au logement le concerne également. Donc, tout ça aussi doit rentrer dans la balance. Alors, de toute façon, pour l'instant, les expulsions sont suspendues, je l'ai dit. Donc, voilà peut-être le fondement alternatif à invoquer ou en tout cas à bénéficier. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, je suis ouvert à vos questions. Et d'emblée, désolé pour le temps peut-être un peu long que j'ai pris à expliquer tout ça, mais comme c'est la première fois que j'explique, que je rentre dans cette matière, je n'avais pas encore eu le temps de m'adapter. Voilà, je vous écoute bien volontiers maintenant. Merci Nicolas d'être notre Kobe. Tu peux laisser ça à l'écran, je pense que ça ne pose pas de problème. Et donc, voilà, il y a déjà 4 questions qui sont arrivées dans la conversation de groupe Zoom. Alors, si les personnes veulent la poser en live, c'est tout à fait possible. Donc, il y a déjà Catherine qui pose sa question. Catherine, est-ce que vous pouvez la dire à Nicolas? Catherine, c'est en fait Thierry Debuy. Ah, bon, bonjour Thierry. Qui utilise l'ordinateur de sa compagne. Oui, ben Nicolas, bonjour tout d'abord. Et c'était juste, tu as évoqué le bail de colocation à Bruxelles. Tu ne l'as pas évoqué pour la Wallonie. Je voulais juste savoir si, en ce qui concerne le bail de colocation, les mesures étaient les mêmes que les mesures pour le bail général dont tu as
que tu as évoquées. Alors, à laquelle des mesures tu fais allusion? Parce qu'il y en a plusieurs. Je vais arrêter le partage d'écran. Hein. OK. À laquelle des mesures tu fais référence, Thierry? Pardon. Notamment tout ce que tu as évoqué sur la prolongation du bail, la question des délais de préavis, etc. OK. Alors, il faut simplement aller voir où se trouve. Attends. Je vais faire ça en live. Hein. Il faut prendre l'arrêté wallon. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, je ne connais pas tout par cœur, donc laissez-moi un instant. OK, donc c'est ça que je voulais vérifier. La mesure wallonne sur la prorogation du bail pour circonstances exceptionnelles, évidemment, est greffée à la disposition générale sur la prorogation pour circonstances exceptionnelles. Or, on dit bien que c'est par dérogation à l'article 56, et cet article 56, il est uniquement dans le bail de résidence principale. Et donc, a priori, il ne s'applique pas au bail de colocation, sauf si maintenant les colocataires ont mis leur résidence principale dans les lieux. Si un seul a mis sa résidence principale dans les lieux, alors le régime de résidence principale s'applique en sus des dispositions particulières sur la colocation. Mais donc, ce n'est pas un article qui est dans le droit commun du décret sur le bail, c'est un article qui est dans la partie sur le bail de résidence principale, donc qui a priori ne concerne que les baux de résidence principale. Voilà. Mais la question est tout à fait pertinente. Merci. Merci Nicolas. Alors nous avons ensuite Madame Nathalie Grimard qui a même 2 questions pour toi Nicolas. Effectivement, j'avais 2 questions très différentes l'une de l'autre. La première, voilà, étant donné que les tribunaux sont au ralenti, si pas à l'arrêt, quid d'un arrangement quand il n'y a pas effectivement d'arrangement entre un propriétaire et un locataire pour une prorogation pour circonstances exceptionnelles, est-ce que ça fonctionne en tous les cas néanmoins ou pas à l'heure actuelle? Oui, donc la liberté contractuelle des parties, elle peut primer sur le droit impératif si tant est que le bénéficiaire de la protection accepte d'abdiquer celle-ci. Donc, tout le droit d'allocation maintenant est impératif, hein, tout. En tout cas de résidence principale. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut voir pour chaque règle à qui elle est censée bénéficier. Eh bien, cette personne peut très bien dire « Ah ben voilà, c'est fait pour moi cette règle, mais au fond, j'en ai pas besoin et donc je veux bien rogner sur cette protection. » Et là, un accord des parties peut alors supplanter la loi impérative. Mais il faut évidemment que cette renonciation se fasse d'une manière éclairée, consentie, pas sous pression, etc. Et donc, ça, pour chacune des règles existantes, les parties peuvent faire un avenant à leur contrat pour changer le régime légal. Il n'y a que certaines exceptions où ce n'est pas possible, c'est quand la loi est dite d'ordre public. Là, quand c'est d'ordre public, on ne peut jamais aller au-delà de la loi. Et alors, ce n'est pas mis dans la loi ce qui est d'ordre public, hein, c'est la jurisprudence qui le décide, mais on tente à considérer qu'à part les normes de salubrité, rien dans la location n'est d'ordre public. Voilà. Et donc, les parties peuvent décider de déroger à tout, moyennant renonciation éclairée, etc. Oui, ça j'entends bien. Ma question, c'était de dire, ben voilà, si effectivement les parties ne trouvent pas d'accord, donc dans ce cas-là, on est au fait sur le fait que c'est le juge
qui décide, mais vu que les tribunaux sont à l'arrêt ou au ralenti, Ah, c'est ça, plus pardon. de cette réelle possibilité d'avoir un accès au juge, en fait. Ok, ah oui, ça, je n'avais pas C'est compris. plutôt ça la Non, question. non, là, il n'y a pas d'accès au juge. Pour la justice civile, tout a été mis à l'arrêt. Il n'y avait que pour les instances pénales que les tribunaux, on peut continuer à fonctionner. Et il est évident que cette impossibilité juridique de saisir un juge, de facto, prolonge le bail, puisque la prorogation, à défaut d'accord amiable, doit être décidée par le juge. Donc, si le juge n'est pas mis en mesure de décider, fatalement, une réponse ne peut pas être donnée à la demande du locataire. Donc, cette demande reste pendante et sans décision du juge, il n'y a pas d'extinction du bail. Ok, merci. Parce que la demande de prorogation, en quelque sorte, mais c'est une bonne question à laquelle je n'avais pas songé, mais la demande de prorogation, en quelque sorte, gèle le préavis donné par le bailleur. Je passe directement à la deuxième question, comme ça je laisse la place aux autres par la suite. Dans le cadre d'un locataire dont le propriétaire est décédé, et en fait ce propriétaire n'avait pas de successeur, néanmoins il avait des dettes, ce qui fait qu'en fait l'État vend le logement dans lequel se trouve ce locataire âgé de surcroît. Quid d'un recours éventuel étant donné les circonstances actuelles pour ce locataire? Je n'ai pas bien compris. Donc, il y a un locataire âgé et son bailleur meurt, c'est ça? Oui. Et il n'a pas de successeur, néanmoins il a des dettes et donc en fait le logement est vendu par l'État. Donc le locataire a un délai pour pouvoir quitter son logement. En dehors de tout ce qu'on a vu ici, est-ce que dans ce cas-là, il y a un autre recours possible pour ce locataire? Alors, je veux bien répondre, mais là, on est vraiment complètement en dehors des mesures Covid. Il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a absolument rien qui est prévu. Donc, ça, c'est la règle classique qui veut que le bail ne prend pas fin. Et s'il n'y a pas de successeur, alors il y aura désignation d'un administrateur à succession vacante et le cas échéant d'un curateur, etc. Mais il n'y a pas du tout d'incidence du Covid dans ce cas de figure. Mais c'est compliqué surtout dans l'autre sens. Quand le locataire meurt, alors là, les loyers sont interrompus. Par contre, quand le bailleur meurt, ben, a priori, la jouissance des lieux se poursuit. Mais donc là, il n'y a rien qui est prévu et donc c'est comme avant, le bail ne prend pas fin. Ok, merci. On va continuer donc avec Didier Daglings qui pose une question par rapport au juge de paix. C'est un peu la même question qui vient d'être posée concernant donc, les tu as l'impression que disponibilités. la réponse, elle a été donnée. Ok. Tout à fait. Merci. Du coup, alors, on a deux questions. Je propose que les deux personnes les posent parce que c'est sur le même sujet, c'est sur la question des visites domiciliaires. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui avait déjà fait couler, j'ai envie de dire, un peu d'encre dans notre conversation de groupe. Donc, je donne la parole à Lucas Morse et à Julie, je ne sais pas comment. Voilà. Oui, en effet, je pense que nos réflexions se rejoignent. On a eu l'information, notamment via le site internet de l'IPI, que des visites pour des candidats acheteurs ou des candidats acquéreurs pouvaient reprendre depuis ce 11 mai, lundi. Qu'est-ce que ça implique au niveau des mesures des ménages chez eux, au niveau du confinement? Est-ce qu'un locataire peut refuser ces visites, même si c'est par l'intermédiaire d'un notaire ou d'une agence immobilière? Parce que par contre, je crois que quand c'est organisé par une personne privée elle-même, là par contre, les visites ne sont pas encore possibles. Mais voilà, est-ce que vous avez plus d'informations à ce sujet des visites domiciliaires, en effet? Voilà, est-ce que Madame Julie, je ne sais pas comment, veut compléter ce que Monsieur Morse vient de dire?
Oui, en effet, c'était également ma question. Le cas d'un locataire, peut-il, comment dire, se prévaloir du confinement pour refuser les visites de son logement qui auraient été prévues par le nouvel acquéreur de l'immeuble via un agent immobilier. Donc, son logement est en vente et donc le contrat de bail oblige à permettre 2 journées de visite et il voudrait exciper de ça en raison du confinement. Il voudrait que ces visites se fassent quand lui aura déménagé. Voilà, pour un cas concret. OK. Oui, en fait, pour compléter, ce qui semble clair, c'est que les agences peuvent recommencer à faire des visites, mais ce qui n'est pas tout à fait clair pour nous, visiblement, c'est est-ce que le locataire peut, lui, réagir et refuser cela, quoi. OK. Alors, je ne suis pas sûr de vous apporter la clarté espérée. Mais ce que je peux dire, évidemment, c'est que rien n'a été prévu pour ça. Dans les mesures évoquées, on n'en parle pas du tout. Et donc, il faut revenir sur le droit commun. Et c'est clair que le bail peut obliger le locataire à souffrir ses visites. Et donc, la seule raison qui permettrait au locataire de les refuser serait que le pouvoir fédéral, avec sa casquette sécurité, dise non, on ne peut pas accepter une coexistence dans le même immeuble de plusieurs personnes. Et ça, le fédéral ne l'a pas dit. Sauf erreur, il n'y a eu aucune mesure de ce type-là. Donc, si le fédéral décide que les agences immobilières peuvent rouvrir, alors je crois qu'un présupposé de cohérence législative veut que le locataire doive les tolérer, mais il peut exiger alors toutes les mesures classiques de distanciation sociale, de masques, etc. Mais je ne vois pas aujourd'hui un motif de droit qui justifierait le refus du locataire d'accepter ces visites. Parce que je n'ai rien vu de tel au niveau fédéral. Mais vous savez, les agents de la STIB ont invoqué un principe tout à fait novateur qui est le droit de retrait pour refuser d'aller travailler en disant, voilà, c'est un article du droit du travail qui dit que si votre vie est mise en danger du fait de votre activité professionnelle, même sans l'accord de votre employeur, vous pouvez vous retirer. Et donc voilà, ils l'ont invoqué de manière unilatérale en début de semaine. On va voir ce que ça va donner. Ici, est-ce que le locataire pourrait invoquer aussi un danger pour son intégrité physique? Peut-être, mais en tout cas, le fondement légal n'est pas évident à première vue, ça c'est sûr. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas une petite distinction entre les visites organisées via une agence immobilière ou sans intermédiaire? Ben, Oui. ça, le contrat de bail souvent ne précise pas la teneur de la visite. Est-ce que c'est le propriétaire, une agence ou que sais-je? Donc ça, pour moi, c'est sans incidence. Par contre, pour poursuivre la réflexion, c'est clair qu'il faut articuler une éventuelle autorisation des visites avec la règle générale imposée par le fédéral de limiter l'entrée dans le logement à 4 personnes supplémentaires. Et je suis sûr que le fédéral n'avait pas pensé au fait, en donnant le carcan nouveau de 4 personnes qui peuvent rentrer en quelque sorte dans le silo, dans le ménage, le fédéral n'avait sûrement pas pensé au fait qu'un agent immobilier allait prendre la place d'une de ces 4 personnes. Alors, est-ce que c'est vraiment accueillir chez soi comme dans un cercle familial? Bof, pas non plus, mais il n'en reste pas moins que c'est une de ces 4 personnes qui est déjà en quelque sorte prise par l'agent immobilier, surtout s'ils sont à 2. Et quand on sait que ça doit être toujours les 4 mêmes personnes, ça veut dire que l'agent immobilier vraiment mange durablement le silo du ménage qui habite ce logement. Donc, honnêtement, ça n'a pas été pensé par le législateur. Hein. Donc, on bricole un petit peu ici. C'est une excellente question. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, le postulat de cohérence législative doit primer. Si on accepte que les agences rouvrent,
il faut accepter qu'elles puissent faire leur métier et donc aller faire des visites. Mais à une personne à la fois, etc. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a encore Madame Élodie Marie qui se pose des questions sur la suite des mesures par rapport aux pouvoirs spéciaux. Voulez-vous expliquer votre question à Nicolas Bernard? Oui, bonjour, merci. Oui, j'avais une petite question, mais gentiment, Didier, via le chat, m'a déjà éclairé. Le fait de quid si le Parlement ne confirme pas l'habilitation, enfin, sur base des pouvoirs spéciaux dans les 6 mois. Donc, qu'en est-il de toutes ces mesures Covid? Donc, Didier explique que elles s'éteignent. Effectivement, donc on est bien d'accord que le Parlement ne pourrait pas à ce moment-là, je ne sais pas, revoir la portée ou le contenu de ces mesures. Oui, ok. Alors, autant le dire, ce serait la catastrophe. Hein. Autant le dire aussi, c'est extrêmement douteux qu'on en arrive à des situations comme celle-là. C'est extrêmement rare. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de droit public, je le dis tout de suite, mais c'est vraiment assez rare que le Parlement revienne sur l'habilitation. Maintenant, si ça devait arriver, mais ça n'arrivera pas à 99,9%, hein, il y a une espèce de consensus national là-dessus, mais si ça devait arriver, ça veut dire que ces arrêtés perdent leur force normative et peuvent être annulés par le Conseil d'État. D'accord. Ils perdent leur base légale, plutôt leur base légale, et donc ça veut dire que n'importe qui pourrait assez facilement là obtenir la censure des arrêtés devant le Conseil d'État. Donc ces arrêtés sont toujours pris par l'exécutif, hein, ça n'en fait pas des lois ou des décrets, des ordonnances à Bruxelles, et donc tout d'un coup ils perdent leur habilitation législative et l'organe d'annulation des actes de l'exécutif qui violent des lois, c'est le Conseil d'État. Et le Conseil d'État peut annuler, et quand on annule, c'est de manière rétroactive. Donc, ça veut dire qu'on va faire en sorte que ces arrêtés de pouvoirs spéciaux n'ont jamais été pris. Et donc, il faut revenir dans la situation d'avant, réparer tous les effets qui ont été produits entre-temps. Donc, autant le dire, c'est la catastrophe. D'accord. Donc, en théorie, la sécurité juridique n'est pas garantie du tout à 100%, mais il y aurait un consensus pour que, voilà, tout... Voilà. Mais vous savez, même avec des lois, des décrets, des ordonnances, la sécurité n'est pas garantie. Hein. Ces actes-là peuvent être annulés par la Cour constitutionnelle avec effet rétroactif aussi. Et là, il n'y a pas du tout de consensus national. Donc, honnêtement, ici, on raisonne un peu pour la beauté du sport, du droit, mais voilà. Ok, merci beaucoup.